Rahim. Bonjour chers étudiants, je suis le professeur Mohamed Najari, je suis parmi les profs qui sont chargés de t'aider du module probabilité du deuxième semestre de la filière sciences économiques et gestion. Dans cette vidéo, je vais procéder à la présentation de la collection de la cinquième et la dernière série des exercices qui s'articulent sur les lois de probabilité usuelles, discrètes et continues. Avant d'entamer les exercices de cette série, je vais prendre quelques minutes afin de faire un petit rappel décrivant les lois de probabilité que j'espère qu'il sera utile pour vous afin de bien comprendre leur usage et utilité. Commençons tout d'abord par les notions clés de cette partie, à savoir la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Donc je commence par une variable, c'est toute chose qui varie, ça veut dire qu'il change, il peut prendre plusieurs valeurs. Le terme aléatoire, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que lors d'une expérience donnée, on ne peut pas prévoir la valeur que peut prendre la variable. Autrement, si on parle d'une variable aléatoire, donc automatiquement qu'il y en a des variables qui sont non aléatoires. Pour expliquer, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, je vais lancer un dé équilibré de 6 faces, numéroté de 1 jusqu'au 6, et voir la face obtenue. Là, c'est une variable et elle est aléatoire. Pourquoi? Parce qu'avant de lancer, je ne peux pas prévoir la face que je vais obtenir, sachant que je sais bien qu'elle va être soit 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, c'est une variable qui est aléatoire. Pour le deuxième exemple, je vais prendre les jours de la semaine. C'est une variable car on a cette valeur, lundi, mardi, jusqu'au dimanche. Si je prends qu'aujourd'hui, c'est lundi, quel sera le jour de demain? Bien sûr, ça ne sera que le mardi. Donc, c'est une variable qui est non aléatoire puisque je sais bien la valeur que peut prendre la variable lors d'une expérience donnée. Après avoir vu la signification de la variable aléatoire, je passe maintenant à la détermination de la loi de probabilité. On parle de la loi de probabilité d'une variable aléatoire lorsqu'on détermine deux éléments. Le premier élément, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable. Je l'ai noté ici x1, x2, x3 jusqu'au xn. Donc cet ensemble d'éléments x1 jusqu'au xn, on l'appelle le domaine des valeurs de x. Bien sûr, d de x va être soit un ensemble des éléments qui sont isolés, donc on parle d'une variable qui est discrète. Si d de x est un intervalle, donc on parle d'une variable qui est continue. Le deuxième élément de la loi de probabilité, bien qu'on doit déterminer, ce sont les probabilités associées à chaque valeur de x. Je vais noter ici donc là-bas x1, donc on associe p1, ça veut dire que la probabilité de x1 ou bien la probabilité que x égale x1. La même chose pour p2, p3, non jusqu'au pn. Mais il y en a des conditions. Les deux conditions sur les probabilités afin qu'il soit une loi de probabilité, c'est la première, les probabilités doivent être supérieures ou égales à 0. Deuxième condition, la somme des PI doit être égale à 1. Sinon, on ne parlera pas d'une loi de probabilité. Concernant les lois de probabilité usuelles, pourquoi usuelles? Parce qu'on l'utilise fréquemment. Ces lois nous permettent de déterminer pour chaque variable le domaine de sa valeur, l'expression de la probabilité, l'espérance mathématique ainsi que la variance de cette variable. Mais ces éléments ils seront donnés en fonction des paramètres de chaque loi. Autrement dit, pour une variable aléatoire quelconque, il faut préciser seulement la loi usuelle correspondante et déterminer ses paramètres. Il suffit de les utiliser pour déterminer le domaine des valeurs de cette variable ainsi que de calculer la probabilité, l'espérance et la variance, sans faire appel aux formules de base de ces éléments. Maintenant, quelles sont les lois de probabilité les plus utilisées? La liste n'est pas exhaustive. Je prends les lois discrètes suivantes. La loi Bernoulli, la loi binomiale, la loi hypergéométrique, la loi de Poisson. Bien sûr, il existe d'autres lois usuelles, comme la loi géométrique, la loi binomiale négative, ainsi que la loi uniforme. Je commence par la loi Bernoulli. Une variable x suit la loi Bernoulli, qu'on le note grand P, avec un seul paramètre qui est P. On l'appelle aussi une variable Bernoulli. Quand on peut dire qu'une variable suit la loi Bernoulli, c'est lorsque la variable admet deux valeurs ou bien deux réalisations, soit oui, soit non. Lorsqu'on lance une pièce de monnaie, on aura soit pile, soit face. Il n'y a pas de troisième possibilité. Si on prend une pièce fabriquée par une machine, au hasard, la pièce va être soit conforme, soit
défectueuse. Il n'y a pas aussi de troisième possibilité. Un test de maladie pour une personne, il va être soit positif, soit négatif. Ces types de variables, on les appelle des variables bernoulliennes. Le paramètre P qui est la probabilité de succès, c'est-à-dire ce qu'on cherche au niveau de la variable. Pour la pièce de monnaie, si on cherche pile, donc pile va être le succès. 6 faces, c'est l'échec. Donc généralement au niveau de la loi, on note le succès c'est 1 et l'échec c'est 0. Donc le domaine de valeur de x ne sera que 0 et 1. L'expression de la probabilité. Donc probabilité que x égale à k, soit elle va être 0 soit 1, égale p à la puissance k, ce p là, p à la puissance k, fois q à la puissance 1 moins k. Bien sûr q c'est 1 moins p. Pour l'espérance de mathématiques, donc l'espérance mathématique de x, ce sera p. La variance de x, ce sera pq. On déduit que l'écart type, c'est la racine de la variance de x. Elle sera ici, dans ce cas de Bernoulli, c'est la racine de pq. Concernant la loi binomiale, quand on parle qu'une variable aléatoire suit la loi binomiale, si on répète une expérience bernoullienne de paramètre p, ça veut dire qu'il admet soit échec, soit succès, n fois, mais d'une manière indépendante. La variable aléatoire correspondante au nombre du succès parmi n fois de répétition est une variable qui suit la loi binomiale de paramètre n, c'est le nombre de répétitions, et p, c'est la probabilité du succès dans une expérience bernoullienne. Par exemple, si on lance une pièce de monnaie, et je gagne si j'obtiens pile. Ici, c'est une expérience bernoullienne de paramètre p qui est donc vraiment 1 sur 2. Maintenant, on lance 3 fois la pièce de monnaie et je m'intéresse au nombre de piles que je vais obtenir parmi les 3 lancés. Cette variable, elle suit la loi binomiale. Pourquoi? Parce qu'à chaque lancé, il y a une expérience bernoullienne, soit succès, soit échec. Et les 3 lancés sont indépendants, car si j'obtiens pile à la première lancée, cela ne va pas influencer le résultat de la deuxième lancée. Ça veut dire que si j'obtiens pile à la première lancée, ça ne va pas influencer que je vais obtenir pile ou bien face à la deuxième lancée. Et de même pour la troisième lancée. Donc, à ce cas, on dit que la variable suit la loi binomiale de paramètre n égale à 3 et p égale 1 sur 2. En général, on dit que x suit la loi binomiale de paramètre n et p. Le domaine de valeur de x. Donc, soit va être 0, soit 1, soit 2 jusqu'au n, le nombre de répétitions. L'expression de probabilité, ça sera probabilité que x égale à k. Donc, k appartient à dx, ça veut dire que soit 0, soit 1, soit 2 jusqu'au n. C'est ck parmi n fois p à la puissance k fois q à la puissance n moins k. Et q, toujours, il est 1 moins p. Concernant l'espérance mathématique de x, il sera n fois p. Variance de x, c'est npq. Et l'écart type de x, c'est la racine carrée de la variance, c'est la racine carrée de npq. Passons maintenant à la loi hypergéométrique. On note grand X, la variable, suit la loi hypergéométrique, on le note H, avec 3 paramètres, grand N, petit n et P. Grand N, ça concerne la taille de la population, petit n, la taille de l'échantillon, et P, c'est la probabilité de succès. Quand on parle de la loi hypergéométrique, c'est lorsqu'on a une population avec une certaine caractéristique, et chaque individu de la population, soit elle a cette caractéristique ou non, et on va prendre un échantillon de cette population. Et on va s'intéresser au nombre d'individus ayant la caractéristique dans l'échantillon. Là, c'est une loi hypergéométrique. Je vais la concrétiser par un exemple. Un lot de 10 000 pièces fabriquées par une machine. La caractéristique, c'est la défectuosité. Ça veut dire que chaque pièce fabriquée par la machine, soit elle va être défectueuse, soit elle va être non défectueuse. Ça veut dire qu'elle est conforme. Ici, on a, parmi les 10 000 pièces fabriquées, on a 500 pièces défectueuses dans le lot. L'échantillon pris de la population, il représente 100 pièces. La variable qu'on cherche, c'est le nombre de pièces défectueuses dans l'échantillon, non pas dans la population parce qu'elle est déjà connue. Donc, x, la variable, c'est le nombre de pièces défectueuses dans l'échantillon. Ça veut dire que l'échantillon de 100 pièces parmi les 1000 pièces fabriquées
Donc, les 100 pièces, soit elles vont être, pour chaque pièce, soit elle va être défectueuse ou non. Donc, X ici, il suit la loi hypergéométrique de la taille de la population N égale 10 000, la taille de l'échantillon N égale à 100, et P, c'est la probabilité du succès. Le succès de quoi? Ça veut dire que la pièce, elle est défectueuse. La probabilité que la pièce soit défectueuse, c'est 500 sur 10 000, puisqu'on a 500 pièces défectueuses parmi les 10 000 pièces. Donc, c'est 5%. Passons maintenant aux caractéristiques de la loi hypergéométrique. Vous avez le domaine de valeur. Le domaine de valeur, il représente K appartient à N. Avec K, elle est entre maximum de 0 et N moins N2 et minimum de N, N1. Avec N1, c'est N fois P, donc N fois P, et N2 n'est que N, la taille de la population, moins N1. Donc, comme ça, on doit faire certains calculs pour déterminer le domaine de valeur de X. L'expression de la probabilité, donc probabilité que X égale à K donc appartient à d de X, CK parmi N1 fois Cn moins K parmi N2 sur Cn parmi grand N. Donc là, c'est l'expression de la probabilité pour la loi hypergéométrique. L'espérance de X, c'est comme la loi binomiale. L'espérance de X, c'est N fois P. Et la variance de X, c'est NPQ. Et on ajoute donc la bonne fois N moins petit n sur N moins 1. Voilà les caractéristiques de la loi hypergéométrique. Pour la loi de Poisson, généralement les variables qui suivent la loi de Poisson sont liées à un intervalle de temps fixe. On note X suit la loi de Poisson, donc P, avec un seul paramètre qu'on appelle lambda. Ce lambda représente le nombre moyen d'occurrences dans un intervalle de temps fixé. Ça veut dire que l'intervalle qu'on cherche pour la variable, donc le nombre moyen de réalisation pour ce temps-là, c'est le paramètre lambda de la loi de Poisson. Je prends deux exemples de ce type de loi. Le premier, une société constate en moyenne 3 accidents du travail par an. Donc on associe X, c'est le nombre d'accidents du travail constatés par an, en X pendant une année. Il se peut que le nombre d'accidents soit 0, ça veut dire qu'aucun accident, soit un accident, soit 2 accidents, soit 3 accidents, 4. Donc, cette variable, elle suit la loi de Poisson du paramètre lambda. Et lambda n'est que la moyenne constatée qui est égale à 3. Le deuxième exemple, X, le nombre de véhicules passant par une station de péage d'une autoroute entre 8 h et 9 h. C'est une variable qui suit la loi de Poisson du paramètre lambda. Lambda ici, je l'ai pris 15 parce que comment on peut obtenir la banque 15? Donc, on peut prendre quelques jours entre 8 h et 9 h et on va constater combien de véhicules sont passés par cette station. On va prendre la moyenne et cette moyenne sera le paramètre de la loi de Poisson. Les caractéristiques de la loi de Poisson sont les suivantes. Premièrement, le domaine de valeur, c'est N. C'est l'ensemble des nombres entiers, 0, 1, 2 jusqu'à l'infini, mais entier. L'expression de la probabilité, c'est la probabilité que x égale à k. K appartient à d de x égale l'exponentielle de moins lambda, lambda à la puissance k sur factoriel k. L'espérance mathématique et la variance de la loi de Poisson est la même, c'est le paramètre lambda. Et l'écart type, donc avant égale la racine de lambda. Pour l'approximation, c'est quoi? C'est le fait de remplacer la loi exacte par une autre loi qu'on appelle une loi approximative. Pourquoi? Parfois, elle est plus facile de calculer la probabilité et de déterminer les caractéristiques d'une variable aléatoire par la loi approximative par rapport à la loi exacte. Pourtant, ce remplacement ou bien cette approximation n'est pas évident. Il faut que certaines conditions soient vérifiées pour la faire. Ainsi, pour faire l'approximation de la loi hypergéométrique vers la loi binomiale, il y a une seule condition qu'on appelle le taux de sondage. Il suffit que petit n sur grand N, qui est la taille de la population, soit inférieur à 10%. Donc, au lieu d'utiliser la loi exacte qui est la loi hypergéométrique, on peut utiliser la loi approximative qui est la loi binomiale. Quels sont les paramètres de la nouvelle loi approximative? Il suffit de prendre la taille de l'échantillon qui est n et p pour le nouveau paramètre de la loi binomiale. Deuxième approximation qu'on peut faire, c'est de passer de la loi binomiale vers la loi de Poisson. Binomiale de paramètre n et p vers la loi de Poisson de paramètre lambda. Comment on peut le faire? Deux conditions. La première, c'est que n
doit être grande. Ici, on a pris qu'elle doit être juste supérieure à 50 et P doit être petite. Ici, il suffit de prendre P inférieur à 10% ou bien 0,1 pour faire le passage ou bien l'approximation de la loi binomiale vers la loi de Poisson de paramètre lambda. Et quel est le nouveau paramètre lambda? Comment on peut le déterminer? C'est par le produit de n fois P. Donc, on trouve lambda. On passe maintenant à la correction des exercices. Pour l'exercice 1, vous avez comme énoncé, en 2007, le taux de chômage s'élevait à 6% en Allemagne, supposons que 100 personnes en âge de travailler soient sélectionnées aléatoirement. Première question, quelle est la loi de probabilité du nombre de chômeurs sur les 100? Peut-on approximer cette loi de probabilité? Deuxième question, quelles sont l'espérance mathématique et la variance du nombre de chômeurs? Troisième question, quelle est la probabilité d'avoir au plus de chômeurs? Et la dernière question, quelle est la probabilité d'avoir au moins 5 chômeurs? Pour répondre à ces questions, il faut d'abord déterminer la variable x. X, c'est le nombre de chômeurs parmi les 100 personnes sélectionnées. Pour déterminer la loi de x, on peut faire quelques observations. Premièrement, si on prend une personne, elle va être soit chômeur, soit non. Donc, pour chaque personne, c'est une variable bernoullienne. Le paramètre P, P c'est la probabilité que la personne soit chômeur, c'est 6%. Et on a ici dans la banque 100 personnes. Ça veut dire que cette variable bernoullienne, elle va se répéter 100 fois. Autre chose, une personne chômeur. Est-ce qu'elle va influencer une autre personne pour qu'elle soit chômeur ou non? Bien sûr non. Donc ces variables bernoulliennes sont indépendantes. Donc on peut constater que la loi de x ne peut être que la loi binomiale de paramètres n et p, tels que n égale à 100 et p égale à 6%. Donc x suit la loi binomiale de paramètres 100 et 0,06. Est-ce qu'on peut faire l'approximation de la loi binomiale? On a déjà vu qu'on peut faire l'approximation de la loi binomiale vers la loi de Poisson. Est-ce que c'est le cas ici? Donc, on a, puisque n égale à 100, elle est supérieure à 50. P égale à 0,06, il est inférieur à 0,1. Donc, les conditions de l'approximation, elles sont vérifiées. Donc, on peut faire l'approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson du paramètre lambda. Et lambda ne peut être que n fois P égale à 6. Pourquoi 6? Donc, c'est 100 fois 0,06. Pour la deuxième question, quelles sont l'espérance mathématique et la variance de la variable x? On va utiliser la loi approximative qui donne que l'espérance de x égale la variance de x égale lambda, et lambda ici égale à 6. Pour la troisième question, quelle est la probabilité d'avoir au plus de chômeurs, puisque x c'est le nombre de chômeurs parmi les 100 personnes sélectionnées. Donc la réponse c'est par l'expression de la probabilité que x est inférieur à 10, puisqu'on a au plus, donc la désigne inférieur ou égal à 10. On a vu la loi approximative de la variable x et la loi de Poisson, le paramètre lambda. Donc pour répondre à cette question, on va utiliser la table de la loi de Poisson avec un paramètre de 6. Comment on peut utiliser la table de la loi de Poisson? Vous avez un extrait ici de la table de la loi de Poisson. Comment je peux trouver cette probabilité? Premièrement, vous avez x suit la loi de Poisson de paramètre lambda égale à 6. Donc les paramètres de la loi de Poisson, comment on le trouve d'une manière horizontale. Ici, pour x, donc ici on a donc 10, on va la chercher ici. Mais on doit faire attention à une chose, puisque ici on va chercher inférieur, n'est pas la même chose que supérieur. Donc la table ici, donc il nous donne avec l'inférieur. Donc la valeur de la probabilité, on va la chercher au niveau de cette table. Donc vous avez lambda égale à 6, c'est ici. 10 ici, donc vous avez ici, bon, inférieur, c'est inférieur. Donc l'intersection entre lambda égale à 6 et la valeur de x égale à 10, donc elle donne cette valeur qui est de 0,9574. Donc la probabilité que x est inférieur à 10 égale 0,9574, c'est 95,74%. La dernière question, vous avez quelle est la probabilité d'avoir au moins 5? On l'exprime par probabilité que x est supérieur ou égal à 5, puisque vous avez au moins, c'est supérieur ou égal. La table nous donne avec l'inférieur, donc comment je peux
chercher cette probabilité dans la table, ça veut dire que je dois transformer supérieur à l'inférieur. Comment? C'est la probabilité que x est supérieur ou égal à 5 égale 1 moins la probabilité que x est inférieur strictement à 5. Pourquoi ici strictement? Parce que la variable elle est discrète. Donc elle est égale à 1 moins la probabilité que x inférieur ou égal à 4, puisque donc, bon, ce qui est inférieur strictement à 5 est le plus proche, donc là c'est 4. Donc, on va lire donc, probabilité x égale à 4 dans la table. Vous avez ici lambda, c'est toujours donc la valeur 6 et la valeur donc la valeur de x c'est 4. Et vous trouvez ici c'est 0,2251. Donc 1 moins la probabilité x inférieure ou égale à 4 égale 1 moins 0,2851. Donc la probabilité que x est supérieur ou égal à 5 égale 0,7149. Donc ça donne 71,49%. Passons maintenant au deuxième exercice. La société Axeling Computer fabrique des ordinateurs dans deux usines, l'une située au Texas, l'autre à Hawaï. L'usine du Texas emploie 40 personnes, l'usine de Hawaï 20 personnes. On a demandé à un échantillon aléatoire de 10 employés de répondre à un questionnaire. Soit X la variable aléatoire associée au nombre d'employés travaillant à Hawaï, sélectionnée dans l'échantillon. Première question, déterminer la loi de probabilité de x, son espérance et sa variance. Deuxième question, quelle est la probabilité qu'au moins deux employés sélectionnés travaillent à Hawaï? Troisième question, quelle est la probabilité que tous les employés sélectionnés travaillent au Texas? Pour schématiser, donc vous avez une entreprise qui a deux usines, Texas et Hawaï. Donc Texas emploie 40 personnes, Hawaï emploie 20 personnes. Donc en total de personnes travaillant en entreprise, c'est 60. On a pris un échantillon de 10 personnes. On s'intéresse au nombre d'employés travaillant à Hawaï sélectionnés dans l'échantillon. C'est-à-dire que parmi les 10 personnes, combien de personnes travaillent à Hawaï? Donc la loi de la variable x. Puisqu'on parle d'une population de taille 60, ainsi on a pris un échantillon de 10 personnes. Et on s'intéresse pour chaque personne, est-ce qu'elle travaille à Hawaï ou non? La loi de x ne peut être que la loi hypergéométrique du paramètre n, la taille de la population 60, petit n, la taille de l'échantillon 10, et p, la probabilité de succès, ça veut dire que la personne travaille à Hawaï, puisqu'on a une population de 60 et les personnes qui travaillent à Hawaï c'est 20, donc p c'est 20 sur 60, c'est 1 sur 3. On note x sur la loi hypergéométrique H70 1 sur 3. Concernant le domaine de définition de x, d de x égale k appartient à n, avec k elle est entre max 0 et n moins n2, et min de n n1, avec n1 égale n fois p. Ici, n c'est 60, p égale 1 sur 3, donc égale à 20. n2 c'est 60 moins 20, c'est 40. Donc le max de 0 et n moins n2, c'est le max entre 0 et 10 moins 40, c'est le max entre 0 et moins 30, donc c'est 0, puisque c'est le plus grand. Min n et n1, c'est le minimum de entre 10 et 20, c'est 10. Donc t de x, c'est k appartient à n, k entre 0 et 10, ça veut dire que c'est 0, 1, 2, 3 jusqu'au 10. L'expression de la probabilité de cette variable, probabilité que x égale à k, c'est ck parmi n1 fois cn moins k parmi n2 sur cn parmi grand N. On remplace n, n1, n2 et grand N, c'est ck parmi 20 fois c10 moins k parmi 40 sur c10 parmi 60. Pour l'espérance mathématique de cette variable, vous avez l'espérance de x, c'est n fois p, c'est 10 fois 1 sur 3, c'est 3,33. Pour la variance, c'est n fois p fois q fois n moins petit n sur grand N moins 1, c'est 10 fois 1 sur 3, q c'est 2 sur 3, fois 60 moins 10 sur 60 moins 1, ça donne c'est 1,883. La deuxième question se concerne la probabilité pour qu'au moins deux employés sélectionnés travaillent à Hawaï. C'est la probabilité que x supérieur ou égal à 2. Donc, au moins supérieur ou égal à 2, elle est égale à 1 moins la probabilité que x
inférieur strictement à 2. Les valeurs de x qui sont inférieures strictement à 2, c'est 0 et 1, puisque ici 2 n'est pas incluse. Donc c'est 1 moins la probabilité que x égale à 0, moins la probabilité que x égale à 1. On remplace x égale à 0 et x égale à 1 dans l'expression de la probabilité de x. Donc on trouve que c'est la probabilité que x est supérieur ou égal à 2, c'est 1 moins C0 par mes 20 fois C10 par mes 40 sur C10 par mes 60 moins pour la probabilité que x égale à 1, c'est C1 par mes 20 fois C9 par mes 40 sur C10 par mes 60. Donc le total ça donne 0,916 égale 91,6%. Malgré ces formules, rappelez-vous que la probabilité toujours entre 0 et 1. Ça veut dire qu'il ne peut être jamais négatif ni supérieur à 1. Pour la troisième question, la probabilité que tous les employés sélectionnés travaillent au Texas par rapport à la variable qui est le nombre de personnes travaillant à Hawaï sélectionnées dans l'échantillon. Donc, si tous les employés travaillent au Texas, ça veut dire qu'aucune personne travaille à Hawaï. Ce qui est donc que c'est la probabilité que x égale à 0. Ça veut dire qu'aucune personne travaille à Hawaï. Donc, tous les employés au niveau de l'échantillon travaillent au Texas. C'est C0 parmi 20 fois C10 parmi 40 sur C10 parmi 40 et ça donne c'est 0,011, c'est 1,1%. Donc la probabilité que tous les employés sélectionnés travaillent au Texas, c'est 1,1%. Pour le troisième exercice, vous avez une banque qui décide de faire des économies sur les tarifs d'affranchissement des courriers publicitaires à envoyer aux clients. Pour cela, elle décide d'affranchir au hasard une proportion de 3 lettres sur 5 au tarif urgent. Les autres tarifs normaux, soit x la variable aléatoire, le nombre de lettres affranchies au tarif urgent parmi les 10 lettres. Question à choix multiples. Quelle est la loi de probabilité de x? Quelle est son espérance et quelle est sa variable? Pour comprendre l'énoncé, qu'il y en a une banque qui envoie des lettres aux clients. Ces lettres, soit elles vont être affranchies au tarif urgent, c'est-à-dire qu'ils vont payer plus, soit elles vont être envoyées au tarif normal. Elle a décidé que parmi 5 lettres, 3 vont être affranchies au tarif urgent et 2 vont être affranchies au tarif normal. Pour la variable qu'on a, donc il a pris 10 lettres et on s'intéresse à combien de lettres parmi les 10 lettres sont affranchies au tarif urgent. Pour cela, vous avez les choix multiples aux 3 questions. Pour la première question, quelle est la loi de probabilité de x? Est-ce que c'est la loi uniforme? Est-ce que c'est la loi Bernoulli? Est-ce que c'est la loi binomiale? Est-ce que c'est la loi de Poisson ou bien géométrique? À titre d'indication, c'est quoi la loi uniforme? On dit qu'une variable suit la loi uniforme lorsque pour chaque valeur de dx, on a la même probabilité. Et ça sera 1 sur n. L'exemple ici pour la loi uniforme, c'est le dé. Lorsqu'on lance un dé équilibré de 6 faces numérotées de 1 jusqu'au 6 et on s'intéresse à la face obtenue, d de x, ce sera 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et pour chaque valeur, on a la même probabilité qui est 1 sur 6. C'est pour ça qu'on l'appelle la loi uniforme. Donc pour Bernoulli, binomial et Poisson, c'est déjà vu au niveau du rappel. Pour la loi géométrique, normalement, pour les autres lois, on cherche à avoir le nombre de succès parmi n tirages. Pour la loi géométrique, on s'intéresse, la variable va être le nombre de tirages pour avoir le premier succès. En notre cas, x, le nombre de lettres affranchies au tarif urgent parmi les 10 lettres. Vous avez ici parmi. À titre d'indication aussi, lorsque vous avez une variable où vous aurez parmi, soit elle va être binomiale, soit elle va être hypergéométrique. Donc, la différence, c'est est-ce qu'on a l'indépendance ou bien la dépendance? S'il y en a l'indépendance, c'est la loi binomiale. S'il y en a la dépendance, c'est la loi hypergéométrique. Donc ici, puisqu'il n'y a pas hypergéométrique, il ne sera que la loi binomiale. Pourquoi? Parce que chaque lettre, soit elle va être affranchie au tarif urgent, soit non. C'est une variable qui est bernoullienne. Mais puisqu'on va la répéter 10 fois, et chaque lettre affranchie au tarif urgent, il ne va pas influencer une autre lettre. Est-ce qu'elle va être au tarif urgent ou bien au tarif normal? C'est pour ça que les 10 lettres, donc là, elles sont indépendantes. Donc x, ça ne sera que la loi binomiale.
x suit la loi binomiale b du paramètre np. N ici, donc là c'est 10, c'est 10 lettres. Et p, puisque la banque elle a choisi d'affranchir au tarif urgent 3 lettres parmi 5, donc la probabilité P sera 3 sur 5. Comme ça, on aura x suit la loi binomiale du paramètre 10, 3 sur 5. Concernant l'espérance et la variance, on sait bien que l'espérance d'une loi binomiale n fois P, ça donne 6. Donc la bonne réponse c'est 6. La variance, ce sera NPQ, c'est 10 fois 3 sur 5 fois 2 sur 5, ça donne 2,4. Donc la bonne réponse, ce sera 2,4. On passe maintenant aux lois usuelles continues. Pour l'exercice 4, on suppose que la durée d'attente dans un consulat de visa mesurée en minutes est la variable exponentielle du paramètre 1 sur 10. Première question, rappeler la fonction de densité d'une variable aléatoire suivant une loi exponentielle. Deuxième question, quelle est sa fonction de répartition? Et la troisième question, quelle est la probabilité que vous attendiez plus de 10 minutes? Un petit rappel sur la loi exponentielle d'un paramètre lambda. Il a un seul paramètre qu'on appelle lambda. La fonction de densité de cette variable qui suit la loi exponentielle, on note x suit la loi exponentielle du paramètre lambda. L'expression de la fonction de densité est f de x égale lambda l'exponentielle de moins lambda x si x supérieur ou égal à 0. 0, c'est x inférieur strictement à 0. Comme vous voyez ici, la variable elle est continue. Le domaine de valeur de x, c'est R, puisqu'on a les deux parties, x supérieur ou égal à 0 et x inférieur strictement à 0. Pour notre cas de l'exercice, vous avez x, il suit la loi exponentielle de paramètre donné lambda égale 1 sur 10. Donc il suffit de remplacer lambda avec 1 sur 10. Il nous donne f de x égale 1 sur 10 l'exponentielle moins x sur 10 si x supérieur ou égal à 0. 0 si x inférieur strictement à 0. Pour la fonction de répartition de la variable x, en général, f de x égale la probabilité que la variable x inférieure à petit x. Dans le cas continu, f de x égale l'intégrale de moins l'infini x, f de x de dx. Toujours. Le problème qui est posé ici, c'est que pour cette fonction de densité de la loi exponentielle, on a deux formules pour f de x. f de x égale à 0 si x inférieur strictement à 0. Et f de x égale 1 sur 10 l'exponentielle de moins x sur 10 si x est supérieur à 0. Donc, la même chose pour la fonction de répartition, on va la répartir sur deux parties. Premièrement, si x il est inférieur strictement à 0, ici, grand f de x égale l'intégrale de moins l'infini jusqu'au x, f de x de dx. On n'a pas de problème parce que si x il est inférieur à 0, donc là on a une seule formule qui est f de x qui est 0. Donc il nous donne l'intégrale de moins l'infini x 0 d de x qui est égal à 0, puisque l'intégrale de 0 d de x il est toujours 0. Maintenant si x il est supérieur ou égal à 0, ça veut dire qu'on est dans cette partie. f de x il est toujours égal à l'intégrale de moins l'infini jusqu'au x, f de x de dx. Mais ici, donc là, on va prendre de moins l'infini jusqu'au x qui est dans cet intervalle. C'est pour ça qu'on va utiliser la relation de Charles pour répartir les deux fonctions. Donc, on aura l'intégrale de moins l'infini jusqu'au 0, f de x de dx, plus l'intégrale de 0x, f de x de dx. Donc, comme ça, on va remplacer f de x dans les deux intégrales. Pour celui-là, on va le remplacer avec 0. Pour celui-là, donc lorsque x est supérieur ou égal à 0, on va remplacer par 1 sur 10 l'exponentielle de moins x sur 10. Ce qu'on va faire, vous avez f de x égale l'intégrale de moins l'infini 0, 0 d de x, plus l'intégrale de 0x, 1 sur 10 l'exponentielle de moins x sur 10 d de x. Pour celui-là, c'est 0. Le deuxième, bon, vous avez une fonction 1 sur 10 l'exponentielle de moins x sur 10. Puisqu'on parle de l'intégrale, on va chercher une primitive. On sait bien que pour la fonction de l'exponentielle, ici, on n'a pas l'exponentielle de x, on a l'exponentielle de ax. Pour l'exponentielle de ax, la dérivée, c'est a l'exponentielle de ax. On a ici a, c'est moins 1 sur 10. Ici, on a 1 sur 10. Donc, on a besoin d'un moins. Donc, je vais faire moins l'intégrale de 0x moins 1 sur 10, l'exponentielle de moins x sur 10. Et comme ça, la
fonction primitive de moins 1 sur 10, l'exponentielle moins x sur 10, ça sera l'exponentielle de moins x sur 10. Avec, donc, avant ce moins, non, entre x et 0, donc on va remplacer x et 0, donc c'est moins l'exponentielle moins x sur 10, moins, et je remplace ici par 0, moins 0 sur 10. Donc ça donne moins l'exponentielle moins x sur 2, moins 1, puisque l'exponentielle moins 0 sur 10, c'est l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc ça sera moins, ça sera 1. 1 moins l'exponentielle moins x sur 10. Comme ça, j'aurai f de x, la fonction de répartition donc, de x, elle est égale à 1 moins l'exponentielle moins x sur 10 si x est supérieur ou égal à 0, et 0 si x est inférieur strictement à 0. Pour la troisième question, quelle est la probabilité que vous attendiez plus de 10 minutes? Donc, on va chercher la probabilité que x est supérieur ou égal à 10. Lorsqu'on a supérieur ou inférieur, on peut utiliser la fonction de répartition. Et c'est l'objectif de cette question. Donc, vous avez probabilité x supérieur ou égal à 10, c'est 1 moins la probabilité que x est inférieur strictement à 10. Bon, on utilise la fonction de répartition pour l'inférieur. Donc, il est égal à 1 moins f de 10. Et puisque ici, vous avez f de x égale 1 moins l'exponentielle moins x sur 10 si x supérieur ou égal à 0 et 0 si x inférieur strictement à 0. On a ici 10 et les supérieur à 0, donc je vais prendre la première. Donc elle est égale à 1 moins l'exponentielle moins 10 sur 10 et ça sera 1 moins 1 c'est 0, moins c'est plus, donc là c'est l'exponentielle, moins 10 sur 10 c'est 1, donc là c'est l'exponentielle de moins 1, c'est 0,368, c'est 36,8%. On passe maintenant à la loi la plus adaptée aux variables aléatoires et la plus utilisée par rapport aux autres lois de probabilité, qui est la loi normale. On l'appelle aussi la loi gaussienne, ou bien la loi de Gauss, ou bien la loi de Laplace. Elle a deux paramètres, mu et sigma. Si x est une variable normale, on note x suit la loi normale de paramètres mu et sigma. Concernant la fonction de densité de probabilité de la loi normale, c'est f de x égale 1 sur sigma, racine de 2pi, l'exponentielle de moins 1 sur 2, x moins mu sur sigma, le tout au carré. Quel que soit x appartient à R, puisque la loi normale est une loi continue, son domaine de définition c'est R. L'espérance de x c'est mu, et la variance de x c'est sigma au carré. Si on vous demande la fonction de densité de probabilité de la normale au niveau des exercices, on prend cette fonction et on remplace mu et sigma. Pour calculer la probabilité de la variable aléatoire normale, on peut utiliser la densité f de x. Mais cette densité, on a dit qu'elle dépend de mu et du sigma. Donc si on peut faire une table de la loi normale, on va avoir une infinité de tables. Table de probabilité, elle désigne un tableau indiquant les valeurs de x et leurs probabilités correspondantes. J'ai dit qu'avec la loi normale, n, mu et sigma, on aura une infinité de tables, tant que si mu et sigma changent, la table change aussi. Pour unifier toutes les tables de la loi normale, afin de les rendre en une seule table, on a fait un changement de variable. On a passé de x à z. Comment? On a centré la valeur x et on l'a réduit. On a centré, puisqu'on a pris la variable x moins mu, on l'a réduit en la divisant sur sigma. Comme ça, on aura une nouvelle variable, comme la note z ou bien u, qui suit la loi normale centrée et réduite. Cette loi normale centrée et réduite, elle ne dépend ni de mu, ni de sigma. Donc, son espérance, c'est 0 et la variance, c'est 1. Donc, en résumé, pour calculer la probabilité d'une variable normale, il est nécessaire de faire le changement de variable, c'est-à-dire passer de la loi normale n mu sigma vers la loi normale centrée réduite et de chercher la probabilité dans la table de la loi normale centrée réduite. Comme ça, pour la loi normale centrée réduite, on a une seule table qui est la suivante. Ici, vous avez un extrait de la table de la loi normale centrée réduite. Maintenant, comment on peut lire ce tableau-là? C'est pour calculer la probabilité P, Z inférieure à A, on va utiliser cette table. Je vais prendre un exemple. Donc A, 1,38. Donc probabilité de Z inférieure à 1,38, on la note pi de 1,38. C'est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. On la note pi. Probabilité de Z inférieure à 1,38, comment on va la lire dans la table? Vous avez ce schéma. Premièrement, on doit vérifier que la table nous donne avec le signe inférieur. Donc ici, vous avez inférieur, ici inférieur. Deuxième chose, dans x1, x2, ça veut dire que la colonne verticale et la ligne horizontale, elles correspondent à ce qu'on appelle au quantile. Là, on l'appelle un quantile. On prend l'unité et le décimal dans la colonne verticale et le centième dans la ligne horizontale. Donc vous avez ici 1,38, donc 1,3, on la cherche dans cette colonne.
Donc 0,08, on va la chercher dans cette ligne. Comme ça, j'aurai 1,3 ici, 0,08 ici, et l'intersection entre cette colonne et cette ligne, elle correspond à un chiffre. Ce chiffre ne représente que la probabilité de Z inférieure à 1,38. Comme ça, on aura probabilité de Z inférieure à 1,38 égale pi de 1,38 égale 0,9162, 91,62%. Je vais prendre un autre exemple. Donc 0,7995, elle correspond à la probabilité de quoi? À la probabilité de 0,8 pour la première partie et 0,04 pour la deuxième partie. Donc on aura 0,84. Donc probabilité de Z inférieure à 0,84 égale pi de 0,84 égale 0,7995. Autre chose, ce qu'on peut constater ici au niveau de la table, il ne donne pas les valeurs négatives tant que le domaine de définition de la loi normale centrée réduite c'est R. Donc vous avez juste les valeurs qui sont positives, ainsi que la probabilité ici commence par 0,5. Pourquoi 0,5? Parce que la fonction de la loi normale centrée réduite est une fonction qui est symétrique. Ça veut dire qu'on a pris juste la partie qui est positive. Quand les valeurs de A sont négatives ou quand les probabilités sont inférieures à 5, on utilise les formules suivantes. Tout d'abord, la formule de base, c'est probabilité de Z inférieure à A égale P de A. Si on a la probabilité de Z supérieure à A, pour la trouver dans la table, 1 moins P de A. Pour les valeurs négatives, probabilité de Z inférieure ou égale à moins A égale 1 moins Pi de A. Si la probabilité de Z supérieure à moins A égale Pi de A. Et pour probabilité de Z entre A et B égale P de B moins P de A. Donc on utilise donc ces formules pour trouver n'importe quelle valeur pour la loi normale centrée réduite concernant les quantiles et les probabilités. Passons maintenant à l'exercice 5. C'est le dernier exercice. Vous avez le prix moyen des actions des sociétés composant l'indice S&P 500 est de $30 et l'écart type de 8,20$. Supposez que le prix des actions soit normalement distribué. Première question, quelle est la probabilité que le prix des actions d'une société soit d'au moins $40? Deuxième question, quelle est la probabilité que le prix des actions d'une société soit inférieur à $20? Et troisième question, quel doit être le prix minimum des actions pour que la société fasse partie des 10% les mieux cotés? Avant de répondre à ces questions, il faut tout d'abord formaliser les données de l'exercice. Vous avez la variable ici, c'est le prix des actions d'une société. Ainsi que, on a supposé que le prix des actions soit normalement distribué. Ça veut dire que cette variable, qui est le prix des actions d'une société, suit une loi normale. Deux paramètres. Le premier, c'est mu, c'est la moyenne. Vous avez ici la moyenne, c'est $30. Et l'écart type, c'est 8,20. Donc, vous avez soit X, le prix des actions d'une société, X suit la loi normale de moyenne mu égale 30 et d'écart type sigma égale 8,20. On a X suit la loi normale 30, 8,20. Mais pour répondre aux questions qui concernent la probabilité de la variable X, il faut faire le changement de variable. Ça veut dire que passer de la loi normale à la loi normale centrée réduite. Donc ici Z, qui va suivre la loi normale centrée réduite, elle va être X moins 30 sur 8,20. Puisqu'on a déjà vu, donc Z, toujours elle est égale à X moins mu sur sigma. Mu ici c'est 30 et sigma c'est 8,20. Première question, quelle est la probabilité que le prix des actions d'une société soit d'au moins $40? Ça donne probabilité de X est supérieur à 40. À noter ici pour la loi normale, supérieur ou bien supérieur égal est la même chose, car la probabilité d'une seule valeur est négligeable. Donc ce qui donne probabilité que x supérieur à 40, on passe à la loi normale centrée réduite, ça veut dire par la variable z. Probabilité de z est supérieure à 40 moins 30 sur 8,20. Égale la probabilité de z supérieure à 1,22. La table de la loi normale centrée réduite, il nous donne avec l'inférieur. Pour calculer probabilité de z supérieure à 1,22, elle est égale à 1 moins la probabilité de z inférieure à 1,22, ce qui donne 1 moins pi de 1,22. Comment on peut le calculer dans le tableau? 1,22, donc 1,2 ici et 0,02 ici. Donc l'intersection entre les deux, ça donne 0,8888. Donc c'est 1 moins 0,8888, c'est 0,1112 égale 11,12%. Pour la deuxième question, vous avez quelle est la probabilité que le prix des actions d'une société soit inférieur à $20? Donc c'est la probabilité que X est inférieur à 20.
égale la probabilité de Z, centre et on réduit, 20 moins 30 sur 8,20 égale probabilité de Z inférieure à moins 1,22. Comment on peut déterminer la probabilité de Z inférieure à moins 1,22? C'est par l'utilisation des formules que je vous ai données. Donc, probabilité de Z inférieure ou égale à moins 1 égale 1 moins P de A. Probabilité de Z inférieur à moins 1,22 est égal à 1 moins pi de 1,22 égale 1 moins 0,8888, c'est 11,12 puisque donc pi de 1,22 c'est déjà calculé pour la première question. La dernière question de cet exercice, quel doit être le prix minimum des actions pour que la société fasse partie des 10% les mieux cotés? Ici, on ne cherche pas une probabilité, mais on cherche un quantile. Comment je peux l'exprimer? Puisqu'on cherche un prix minimum, ça veut dire que le prix des actions doit être supérieur à ce prix-là. Avec, pour que la société fasse partie des 10% les mieux cotés, donc là-bas, elle est égale à 0,1, bien 10%. Comme ça, on aura probabilité de X supérieure à C. C, c'est le prix minimum qu'on cherche, égale 0,1. Donc ici, au lieu de calculer la probabilité, on cherche un quantile. C'est comment je peux l'obtenir? Premièrement, la table ne donne pas avec le supérieur, elle donne avec l'inférieur. Deuxième chose, donc les probabilités au niveau de la table commencent par 0,5. Donc 0,1, je ne peux pas la trouver. Si je vais la trouver, quand je vais trouver le complémentaire, ça veut dire que 0,9. Donc comme ça, je vais passer de probabilité de X supérieur à C égale 0,1, bon, le complémentaire. Donc probabilité X, si X inférieur à C, donc elle est égale à 1 moins 0,1, donc 0,9. Si le prix de l'action va être supérieur à C, égale à 10%. Donc normalement, s'il est inférieur à C, il va être 90%. Donc comme ça, j'aurai probabilité de X inférieur à C égale 0,9. Donc pour trouver la valeur qu'on cherche, on doit passer à la variable Z. Ça veut dire qu'on doit centrer et réduire. Comme ça, j'aurai probabilité de X inférieur à C, elle est égale à probabilité de Z inférieur à C moins 30 sur 8,20 égale à 0,9. N'oublions pas ici qu'on ne cherche pas une probabilité parce qu'elle est déjà donnée, c'est 0,9. On cherche un quantile A qui est C-30 sur 8,20 au niveau de la table. Comment je vais le faire? Donc je vais chercher la probabilité de 0,9. Je passe au tableau. Ici, on n'a pas de 0,9 précise. On va chercher des valeurs proches de 0,9. Ici, les valeurs les plus proches, c'est 0,8997 et 0,9015. La valeur la plus proche, c'est 0,8996. Donc, la valeur, ou bien le quantile correspondant, c'est 1,2 ici et 0,08 ici, donc c'est 1,28. La valeur la plus proche de 0,9 dans la table de la loi normale sont très réduites et 0,8997 correspondante à Z égale 1,28. Donc C moins 30 sur 8,20 égale 1,28. Donc C égale 1,28 fois 8,20 plus 30, ça donne 40,485. Donc pour que la société soit parmi les 10% les mieux cotés, il faut que le prix de l'action soit supérieur à 40,497 $. Comme ça, la série vient à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.